Bonjour à tous. Alors, je suis David Roman, je suis ici pour un peu diriger de manière très informelle ce groupe sur l'empathie et l'expérience psychoesthétique des formes du vivant, qui est l'un des 5 thèmes que nous avions définis dans le cadre de ce projet sur le biomorphisme. Je vais commencer par présenter les diverses personnes ici présentes. À ma droite, Giuseppe De Liberti, qui est esthéticien et philosophe, historien de l'esthétique aussi. Voilà, donc il connaît quand même très bien la période du 18e, 19e siècle en particulier, qui s'intéresse aussi à des choses tout à fait contemporaines, et qui est donc maître de conférence à l'AMU, et qui fait partie du Centre de Roger, donc qui est un collègue cette année. À ma gauche, le professeur Andrea Pinotti, qui est professeur à Milan, professeur d'esthétique, qui est aussi philosophe, historien de l'art, théoricien de l'art, on peut dire ça comme ça, et donc qui est vous avez de la chance puisque c'est quand même un des grands spécialistes de l'empathie, l'histoire de l'empathie. Il est très bien placé pour parler du thème dont il va être question aujourd'hui. Et enfin, Edward Geller, qui est lecturer à l'université de Newcastle, et que nous sommes très contents de recevoir ici, puisqu'il est historien d'art et il fait partie de ceux qui ont un peu redécouvert ce concept de biomorphisme en son sens étroit, purement historique. Le biomorphisme, tel qu'il était conçu dans les années 1920-1930, une certaine forme d'abstraction qui évoquait le vivant. Donc, on va essayer justement d'aborder la question de l'empathie sous ses aspects théoriques, en rapport avec la psychologie notamment, en rapport à l'esthétique, en rapport à l'histoire de l'art, et puis tout ce que en fait contient ce concept très très large. Simplement un petit mot avant de passer la parole à Andrea Pinotti. Nous avons 2 Italiens parmi nos collaborateurs, et c'est pas tout à fait un hasard, puisque c'est dans les années 1990 que le concept d'empathie a été un peu redécouvert. On peut le dire à la fois historiquement et scientifiquement. C'est tout d'abord le programme de recherche sur les neurones miroirs à Parme, dans l'équipe de Rizzolatti, à la fin des années 1990. Vous savez, ces neurones du cortex frontal qui ont d'abord été mis en évidence chez le macaque, qui montraient qu'on pouvait avoir une réponse des neurones à la fois à la perception d'une action et à l'accomplissement de l'action par l'individu. Donc c'est un peu remis sur le tapis scientifique, si je puis dire, cette idée qu'il y avait des structures neurales impliquées dans le partage d'une expérience entre l'individu conscient et l'environnement, et en particulier les autres individus du monde qui l'entoure. La deuxième voie de recherche, qui a été aussi un peu relancée par nos collègues italiens, et dont Andrea Pinotti est un des acteurs, c'est la redécouverte des travaux de Lipps, qui était philosophe, psychologue, esthéticien allemand, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et qui, au début du 20e siècle, a été le grand théoricien de l'empathie, Einfühlung en allemand. Et donc une série de publications qui ont été initiées par les Italiens, qui ont été ensuite reprises en France, aux États-Unis, en Allemagne, ont permis de montrer un peu le passé, l'archéologie de ce concept, et de montrer qu'on a là affaire en fait à un terme qui ne se résume pas à l'empathie au sens étroit du terme, c'est-à-dire le fait de se mettre dans la peau d'autrui et de partager les états émotionnels d'autrui, mais quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire du rapport du sujet aux objets qui l'entourent, et donc à la projection de sa subjectivité sur le monde. Et donc je pense qu'on était un peu tous d'accord pour prendre le terme d'empathie dans ce sens-là, et on verra on espère montrer en tout cas qu'il y a un rapport assez évident avec le biomorphisme, considéré, on va dire, scientifiquement, philosophiquement, et considéré d'un point de vue esthétique. Voilà, donc je cède la parole à Andrea. Merci. Oui, je l'aime. Merci. Merci beaucoup. Oui, tu l'as déjà dit, on pourrait commencer avec une petite archéologie de la question, c'est-à-dire le moment dans lequel le terme même d'empathie, en allemand Einfühlung, paraît dans l'histoire de la culture européenne, c'est-à-dire vers la fin du XVIIIe siècle, avec des auteurs proto-romantiques comme Novalis ou Herder, et qui n'utilisaient pas d'ailleurs le terme, le substantif Einfühlung, empathie, mais plutôt le verbe empathiser. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui on parle de l'empathie comme une sorte d'action motrice vers le monde. Non? Et donc le verbe, justement, sich einfühlen en allemand, empathiser vers quelque chose, dans quelque chose, ou quelqu'un, souligner justement cet aspect d'action, d'opération dans le monde.
Tu as déjà nommé Lipps. Il y a une constellation d'auteurs vers la fin du 19e siècle, début 20e, surtout en Allemagne. Il s'agit de psychologues, d'historiens de l'art, de philosophes qui travaillent autour de ce terme, de l'Einfühlung, qui devient une sorte de mots-clés pour comprendre phénomènes qui sont phénomènes très différents. La vie de l'âme, notre rapport avec le monde, notre rapport avec les choses du monde. Et ici, vous voyez les portraits photographiques de Theodor Lipps et aussi Robert Fischer. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des nuances qui peuvent être aussi très différentes parce qu'il y a, j'ai pris seulement ces deux-là, parce qu'il me semble deux pôles. Il y a une polarisation dans cette constellation d'auteurs, une polarisation qui veut dire que pour certains d'entre eux, l'empathie est principalement une question spirituelle, et pour d'autres, il s'agit d'une question qui est corporelle, ce qu'aujourd'hui on appelle souvent l'embodiment, une sorte d'incorporation. Et comme tu l'as dit, le revival de l'empathie dans le XXe siècle, c'est-à-dire les années 90, à l'Université de Parme, la découverte de cette population très particulière de neurones, les neurones miroirs, qui nous permettent, selon ces scientifiques de Parme, d'identifier la base biologique de notre capacité empathique. Il s'agit de neurones qui they fire. Les neurologues utilisent une terminologie plutôt militaire. Ils s'activent, ils absorbent de l'oxygène, ils s'activent quand je fais une action très simple. Comme ça, maintenant vous avez une population de neurones dans votre cerveau qui est très active. Et il s'agit de la même population qui s'activerait si vous-même vous étiez en train de faire ce geste. Alors, les gestes que je fais et les gestes que je vois faire activent la même population de neurones. Alors, il s'agit d'une population de neurones visuomoteurs qui ont à faire et avec la vision et avec une action, pas nécessairement effectivement accomplie, mais potentiels qui nous permettent de partager ce que je fais et ce que je vois faire dans l'autre, et donc de comprendre l'autre. Donc, cette redécouverte de l'empathie a impliqué une série de conséquences très intéressantes. La découverte est aussi très controversée, il y a des débats. S'il y a vraiment cette population de neurones, on peut dire qu'ils sont spécifiques pour cette opération d'empathisation vers l'autre. On ne peut pas évidemment entrer dans le détail de ce débat neuroscientifique, mais la conséquence, pour ce qui concerne notre perception de l'empathie, selon moi, a été celle de concentrer notre attention sur les relations intersubjectives, c'est-à-dire une empathie entre être humain et être humain. Et là, il y a une constellation de termes. C'est aussi très difficile de distinguer ce qui sépare, par exemple, l'empathie de la sympathie, l'empathie de la contagion émotionnelle, l'empathie de la unipathie. Il y a des termes différents qui sont là pour aussi indiquer des expériences différentes, intersubjectives. Et les scientifiques, les spécialistes ne sont tout à fait pas d'accord sur ce que empathie veut dire par rapport à sympathie, par rapport à la contagion émotionnelle, etc. Mais on ne devrait pas oublier le fait que on peut avoir, comme les théoriciens fin 19e avaient intensément souligné, on peut avoir une empathie aussi vers des objets, pas seulement vers des sujets, mais aussi une empathie objectuelle, c'est-à-dire une empathie vers des objets qui ne possèdent pas une âme.
une personnalité, un caractère. Et cette empathie objectuelle, on la distingue de manière traditionnelle entre deux espèces, c'est-à-dire l'empathie d'activité et l'empathie d'état d'âme. Qu'est-ce qu'on comprend sous le titre d'empathie d'activité? Par exemple, quand nous disons que la colonne s'élève et se dresse dans le ciel, ou que la route court autour d'une colline. C'est évidemment, on n'a pas effectivement un mouvement de la colonne. La colonne est statique, fixe dans l'espace. Et aussi, la voie autour de la colline est aussi immobile. Mais ces deux objets nous donnent une impression de mouvement, de soulèvement. Empathie d'état d'âme, Stimmung, il s'agit d'un terme qu'on peut traduire très difficilement dans d'autres langues, le mood, comme les Anglais disent. Quand je dis par exemple qu'un paysage est mélancolique, mais le paysage n'a pas d'âme, comment pourrait-il être proprement mélancolique? Ou quand je parle d'une couleur comme le rouge agressif, comme si le rouge avait de la rage, avait de l'agressivité à exprimer. Alors, comment parler d'objets qui n'ont pas d'âme comme s'il avait une âme, comme s'il avait une personnalité, comme s'il avait un caractère, comme s'il avait des actions à faire? Ils n'ont pas une mobilité propre, comme dans le cas de la colonne. Alors, une solution qui a été adoptée, plus ou moins par tous les théoriciens de l'empathie, c'est une solution que j'appelle hydraulique, parce qu'elle se base sur un modèle de vase communicant. Modèle projectif, modèle d'attribution, modèle de transfusion, modèle de transfert. C'est comme si les sujets humains étaient la bouteille pleine et les objets, le paysage, la route autour de la colline, la couleur, ce que vous voulez, étaient des verres vides, prêts à recevoir notre projection. Parce que c'est évident que moi, je suis le sujet qui possède l'âme, qui a des émotions, qui a des sentiments, qui a une affectivité, qui a une mobilité. Et je transfère cette mobilité, cette émotion dans l'objet. Alors, si on prend le cas du paysage, pourquoi parler d'un paysage lacustre, mélancolique? Alors, c'est évident qu'il s'agit d'une animation du paysage. Alors, il y a un homme qui se sent très mélancolique, dépressif, déprimé. Il transfère son état d'âme sur les paysages, et les paysages, du coup, semblent mélancoliques. Mais il a transféré cette émotion d'une manière inconsciente. Et donc, il lui semble que c'est les paysages à lui transmettre cette impression mélancolique. Il trouve dans les paysages ce qu'il a lui-même transposé dans les paysages, projeté sur les paysages. Alors, ce modèle basé sur les vases communicants est un modèle très fréquent à rencontrer parmi les théoriciens de l'empathie. Mais si on le pousse aux extrêmes, on produit des effets un peu parodiques. On peut imaginer que cet homme déprimé, il se souvient d'avoir oublié dans la voiture, au parking, un blister de Prozac. Alors il va prendre le Prozac et après quelques minutes, le paysage qui était mélancolique devient un paysage joyeux, après avoir ingurgité 2 pilules de Prozac. Et alors, les saules pleureurs, le nom latin c'est Salix sepulcralis, donc le sépulcre
très éloquent dans le terme scientifique de cet arbre, peut devenir un arbre de gaieté, un sol riant. C'est évident que ce modèle-là, hydraulique, des vases communicants, des projections subjectives, un modèle très anthropocentrique parce qu'il donne toute l'importance au sujet humain, ne marche pas. Parce qu'on doit reconnaître qu'il y a des droits de l'objet. L'objet, les objets ne sont pas là pour recevoir n'importe quelle émotion de notre part. Ils ne sont pas là comme s'ils étaient des objets neutres, sans une configuration propre, sans un caractère propre. Non, on doit reconnaître que comme il y a un caractère, une personnalité, une configuration émotionnelle des êtres humains, il y a aussi des personnalités des matières, des formes, des objets, des choses, même s'il s'agit de choses inertes, qui apparemment n'ont pas de vie, mais ils ont une personnalité, et on devrait concevoir la notion de caractère et une théorie du caractère, une caractérologie, pas seulement comme quelque chose qui se réfère seulement aux êtres humains, mais aussi une caractérologie qui peut comprendre aussi les choses de la vie et du monde, de la réalité non humaine. Est-ce que j'ai encore 2 minutes pour souligner 2 points encore, et après on commence notre conversation. Un point que je voudrais vraiment souligner, c'est quand on parle d'empathie, on a toujours l'impression qu'il s'agit d'une chose probiotique, prosociale, qui contribue à le bien-être des êtres humains en partageant la vie en société, en communauté, une sorte de terme un peu sophistiqué pour désigner une sorte d'embrassons-nous dans l'amour universel. Moi, je pense qu'au contraire, l'empathie peut être aussi utilisée par les bourreaux, peut être utilisée aussi par les sujets sadiques. Pour torturer mieux la victime, on doit empathiser avec la victime. On doit comprendre les parties du corps de l'autre dans lesquelles je dois insister si je veux obtenir la souffrance majeure. Il s'agit d'un exemple extrême, évidemment. Ici, vous avez un type de torture orientale qui avait été, qui avait été analysé par Georges Bataille dans les armes, comme Giuseppe disait, des Ross. Non? Il s'agit de couper progressivement des parties du corps du sujet. Avec des drogues, on le maintient conscient et en même temps, on lui permet de faire face aux douleurs qui sont produites à travers ces coupures. Mais alors là, il faut voir de l'empathie. Alors l'empathie ne signifie pas automatiquement quelque chose de positif. Il y a aussi une partie obscure, un côté obscur de l'empathie qu'on ne doit pas oublier. Dernier point, j'ai parlé de l'empathie vers pas seulement les sujets humains, mais vers les objets. Si vous avez vu Blade Runner, les scènes d'ouverture de Blade Runner nous présentent la difficulté de distinguer entre des androïdes et les êtres humains, parce qu'il y a les Nexus 6 qui sont des androïdes tellement parfaits qu'on a du mal à les distinguer des êtres humains. Et alors, on a inventé un test pour opérer cette distinction.
parce qu'on doit faire aussi des actions de police pour les retirer, c'est-à-dire pour les éliminer. C'est Nexus 6. Et ce test se base justement sur la capacité d'empathie. Il y a une série de questions qui sont posées au sujet. Qu'est-ce que vous ferez si vous trouvez une tortue à la plage qui est inversée sur le dos, elle est en train de mourir, et alors il y a la possibilité de mesurer des effets physiologiques dans l'œil, dans l'électricité de la peau, pour vérifier s'il y a une sorte de capacité de partager le destin, par exemple, d'un animal qui souffre. Le film développe sa narration et il montre finalement que c'est plutôt l'androïde qui est plus capable d'empathie que les êtres humains qui sont représentés dans le film. Donc il y a une inversion très intéressante de ce qui était le point de départ. Les êtres humains sont capables d'empathie, les androïdes ne sont pas capables d'empathie. Il s'agit aujourd'hui d'un thème qui est beaucoup développé dans la robotique. Il y a des infirmières, comme se dit, nurses, infirmiers, qui sont des androïdes, donc il s'agit de cyber-organismes, et il y a des patients qui se sentent mieux soignés par des androïdes que par des êtres humains. Alors là, il s'agit d'être capable et d'avoir aussi la conscience critique pour explorer un horizon qui est un horizon d'empathie computer mediated, c'est-à-dire une empathie qui est médiatisée par le numérique, par l'ordinateur, par la robotique, et donc aussi d'avoir une compréhension plutôt large, disons, de ce que empathiser veut dire. Et je m'arrêterai là pour le moment. Merci beaucoup, Andrea. Je vais donc céder la parole à Giuseppe. Merci, David. Merci, Andrea. Moi, je joue un peu le rôle de provocation, disons comme ça, dans le sens que les recherches présentées à partir des années 90 par l'équipe de Parme nous donnent une description d'un phénomène. Quelque part, on pourrait se demander, mais c'est un peu ton point final, à quoi ça sert l'empathie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut attribuer à l'empathie, au phénomène empathique, une forme de connaissance? Est-ce qu'on connaît à travers l'empathie? Et surtout, qu'est-ce qu'on connaît à travers l'empathie? Est-ce que l'ambiguïté sur laquelle on a discuté aussi dans les jours passés à l'IMERA, terminologique, des traductions, est-ce qu'on sent avec, vers, dans? Tout ça implique en fait une difficulté à considérer l'empathie comme une forme dans sa valeur épistémique, ou plutôt seulement comme une forme comment dirais-je, plutôt sentimentale de participation au monde. Et je pense que cette question-là, cette polarisation entre une dimension épistémique de l'empathie et une dimension plutôt émotionnelle, sentimentale de l'empathie, était aussi explique un petit peu les hauts et les bas du succès historique de la notion. C'est-à-dire, l'empathie a été cruciale dans la psychologie expérimentale entre le 19e et le 20e siècle, dans un moment où donc, on commençait à mesurer quelque part des phénomènes psychiques, et on commençait à la considérer pleinement dans sa dimension épistémique. Ensuite, a été critiquée, on en discutait dans les jours passés, justement parce que considéré trop psychologiste et quelque part trop lié à une dimension purement sentimentale. Et ensuite, aujourd'hui, on retrouve toute sa valeur épistémique. Or, je pense que la question qui posait tout à l'heure Andrea, c'est-à-dire le dépassement du modèle des vases, le modèle hydrolytique, comme il disait, c'est assez important parce qu'elle nous dit une chose cruciale, c'est-à-dire il y a des propriétés de l'objet qui nous permettent
cet échange épistémologique et qui permet au sujet de connaître quelque chose qui est exprimé par l'objet. D'une certaine manière, il y a la possibilité d'une perception qui doit nécessairement être accompagnée par un acte expressif de la part de l'objet. C'est-à-dire, il n'y a pas une hyper-subjectivisation de la connaissance à travers les phénomènes empathiques, mais on doit vraiment considérer jusqu'à quel point il y a cet échange expressif et perceptif à travers l'empathie. Quand je dis expressif et perceptif, dans ces cas-là, je réponds à cette dimension presque involontaire du phénomène. C'est-à-dire, quand j'utilise le terme expression, je veux dire tout ce qui apparaît de notre être, qui est exprimé par notre corps de manière plus ou moins volontaire. Hein? Lipps utilisait le terme absolument en ce sens-là, d'ailleurs. Donc, oui. Tu es dans le vrai historique, si j'ose dire. Et c'est un peu un emploi du terme qu'on fait dans les années 30, autour, par exemple, c'est Portman qui le faisait, de l'idée de phaner, c'est-à-dire ce qui apparaît d'un corps, hein, des manifestations expressives d'une forme animale, par exemple, qui est en train d'apparaître et donc de s'adresser à un regard possible d'un observateur. Cet échange-là, pour moi, c'est fascinant. C'est-à-dire considérer l'empathie non pas tout simplement comme « Ah voilà, je vois quelqu'un souffrir et je peux aussi pleurer secrètement de manière simulée, disons comme ça », mais est-ce que ces gestes-là, cette possibilité d'y participer aux formes, ne pas être, hier Peter nous corrigeait, ne pas être face aux choses, mais quelque part avec les choses, dans les choses, est l'aspect crucial, c'est-à-dire on a une forme de connaissance. Dans ces cas-là, pour revenir à la possibilité aussi de ne pas considérer l'empathie juste dans les sens un peu bon enfant, hein, de belles participations bien pensantes au monde, mais hier on avait parlé un petit peu de ça, pour moi c'est crucial. On commence à réfléchir réellement à la question de l'empathie quand on est face à une dissonance plutôt qu'à une consonance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'expression des formes de la nature, des êtres vivants, de l'autre, d'un autre sujet que moi, qui me pose un obstacle, qui est dissonant, qui m'impose aussi des opérations métacognitives finalement. C'est-à-dire, on commence à avoir une forme de connaissance quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tout va bien. Hein? Si tout va bien, et l'empathie sert juste à confirmer que tout va bien, bon, on n'a pas non plus besoin de connaître quelque chose. C'est-à-dire, c'est vraiment l'effet que quelque chose de la forme vivante ou d'un objet face à moi s'impose à mon état de neutralité quelque part. Donc, attire mon attention, attire mon intentionnalité quelque part. Mon intentionnalité n'est pas juste un geste que les sujets adressent aux choses, mais c'est quelque chose qui est aussi demandé par la chose. C'est-à-dire cet échange qui devient un échange épistémique. Et ce point-là, pour moi, est crucial. Et quelque part, c'est ma manière de voir aussi, d'expliquer un petit peu pourquoi on est là en train de parler d'empathie dans cette table ronde, mais aussi du vivant et des formes du vivant. C'est-à-dire, il y a réellement quelque chose qui est propre aux formes, qui peut être saisi seulement à travers ce type de perception qui est empathique. Et on ne peut pas la décrire autrement qu'à travers cette forme de participation. On ne pourrait pas la traduire, par exemple, à travers une logique propositionnelle. On doit quelque part saisir, on a quelle empathie pour saisir certains aspects formels des choses, hein, qui nous posent problème. Voilà. C'est un peu, ma micro-contribution est justement liée à cette dimension gnoséologique de l'empathie qui va avec des choses qu'André a évoquées tout à l'heure aussi, qui concernent aussi cette capacité des choses d'être pas seulement animées par notre projection, mais aussi capables d'agir, hein, d'avoir une agency, une agencivité, hein, qui n'est pas juste attribuée
par, je ne sais pas, quelle forme rituelle ou quelle forme de projection de notre part, mais qui est aussi intrinsèque aux formes. Ces aspects-là, je pense que doit rester, bon, quelque part, le cœur de cette compréhension du vivant à travers l'empathie. Je passe la parole. Oui, merci beaucoup Giuseppe et à Edouard. Donc, non. Merci. Bon, alors, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi l'idée d'empathie ou même les qualités différentes d'empathie deviennent plus importantes dans les périodes différentes dans l'histoire, en effet. Et bon, alors, en réponse à Giuseppe, peut-être on peut faire tourner la question un peu et demander si la connaissance qu'on peut trouver dans l'empathie, c'est connaissance historique aussi. Et le terme biomorphisme, ça c'est de la création, en effet, en relation d'art. C'était la création d'un critique anglais qui s'appelait Jeffrey Gregson. Et il a dit que les formes d'art qui sont biomorphiques, ils sont vraiment les formes qui sont entre l'idée et l'émotion. Et en effet, c'est quelque chose qui n'est pas géométrique et c'est pas réaliste, c'est quelque chose entre les deux. Il y a une semblance de la vie, de la vivacité, c'est quelque chose qui semble peut-être les choses unicellulaires ou les protoplasmes ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'était un peu abstrait. Mais pour lui, c'était un remède contre ce qu'il décrit comme l'abstraction mort de les formes géométriques. Et je pense que pour lui et pour ses collègues comme Alfred Barr aussi, Alfred Barr, il a décrit les formes biomorphismes, mais par les formes biomorphismes, pour Gregson et Barr, c'était les sculptures d'Henri Moore ou Jean Arp ou cette génération des artistes qui exprimaient avec les formes un peu abstraites, mais en même temps quelque chose un peu biologique en effet. Et Alfred Barr, il a dit que le biomorphisme, c'est quelque chose entre la forme d'amibe, c'est ça, d'amibe, et l'objet qui est représenté. Et alors, je me demande si ce désir de trouver une forme d'art pendant les années 30, surtout c'était un désir de trouver une forme d'expression artistique qui était plus empathique. C'était une sorte de réaction contre le rationalisme, le mécanisme qui était vraiment, qui a eu une relation compliquée dans l'histoire sociale dans l'Europe. Et pendant cette période, surtout après la Première Guerre mondiale, il y avait une grande réaction contre l'industrialisme et les machines, en effet. Et je pense que le biomorphisme, c'était une expression artistique de ce sentiment et un désir de faire quelque chose, faire l'empathie avec la nature, quelque chose qui était revitalisante. On peut revitaliser oui, la vie contemporaine, quelque chose comme ça, et l'art aussi, et de produire une sorte d'art qui était abstrait et progressif esthétiquement, mais en même temps quelque chose qui retient un effet de la biologie, de la nature. C'était quelque chose de désirable. Et peut-être, et bon, alors ça c'est une période spécifique, mais je me demande si on peut trouver des autres périodes quand il y a des mêmes sentiments, peut-être pendant les années 60 et 10-60 aussi, et aujourd'hui, en même temps, une réaction peut-être contre la digitalisation et le monde virtuel, ou même trouver
une relation plus humaine avec le monde digital. Voilà, c'est une grande question, mais peut-être Merci. Vous pouvez expliquer un peu. Tu voulais continuer ou non? D'accord. Je ferai simplement un peu ce qui a été dit et puis je passerai la parole au public et aux différents membres du groupe. Juste peut-être un terme, quelques mots sur l'étymologie. Hein. Einfühlung, donc le correspondant allemand, pourrait-on dire, du mot empathie, hein, ça vient de ein et fühlen. Ein, c'est ce préfixe qui marque l'intériorité, hein, dedans, à l'intérieur de, et fühlen, le fait de sentir. Hein, c'est ce qui renvoie au terme de Gefühl, sentiment, qui a toute une tradition dans l'esthétique et la psychologie allemande. Donc l'empathie, c'est vraiment étymologiquement, mais finalement aussi en son sens le plus fondamental, le fait de se sentir dans quelque chose, être affectivement dans quelque chose que l'on perçoit comme étant extérieur à soi, que ce soit un objet esthétique, un objet en général, ou un autre individu par exemple. Le deuxième point sur lequel je voulais un peu insister, c'est qu'une grande partie, même si ce n'est pas la totalité, ça Giuseppe a bien insisté là-dessus, des problématiques auxquelles renvoie l'empathie, au sens ancien de Lipps et au sens moderne, c'est ce qu'on appelle maintenant la cognition sociale, hein, c'est-à-dire tous les mécanismes mentaux et donc aussi cérébraux qui sont mis en œuvre pour reconnaître un autre individu, un individu sentant, un individu pensant, un individu analogue à soi dans le monde extérieur et le fait de pouvoir interagir avec autrui et le fait de savoir que les autres interagissent avec nous. Donc ça, c'est une voie de recherche extrêmement importante depuis les années 90, depuis les neurones miroirs et d'autres études qui ont été menées en parallèle, et qui regroupe différents champs, qui recoupent aussi le concept d'empathie. Hein, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, le fait d'attribuer des états mentaux à un autre individu qu'on pense comme étant analogue à soi. C'est la perception du mouvement biologique et la perception de ce qu'on appelle l'animacité, le fait d'attribuer une qualité vivante à un objet du monde extérieur, que cet objet soit effectivement vivant ou non. Donc, s'y renvoie à des problématiques comme l'anthropomorphisation, etc., qui sont des problématiques donc, ethnologiques, mais aussi des problématiques esthétiques et artistiques. C'est la question de l'empathie au sens étroit du terme, qui a été évoquée à plusieurs reprises, le fait de partager les états émotionnels d'autrui, positifs ou négatifs, et donc d'avoir par exemple de la compassion pour autrui. Donc ça, c'est vraiment l'empathie au sens courant du terme, mais qui est aussi défendue par certains auteurs, des philosophes comme des scientifiques. Et ça renvoie à d'autres problématiques plus ou moins directes, comme la perception de la causalité, la perception des forces physiques, des problèmes qui ont été traités au XIXe siècle, au début du XXe siècle, qui sont de nouveau étudiés au point de vue expérimental, hein, tout ce qui relève de ce qu'on appelle aussi la physique naïve, hein, le fait que non seulement chez l'enfant, mais aussi chez l'individu adulte ordinaire, on interprète de manière subjective des interactions causales ou des interactions entre les forces des objets ou des événements du monde extérieur. Et qu'il y a ce niveau qui évidemment n'est pas scientifiquement valable pour le physicien, mais qui est un niveau d'interprétation spontanée du monde, qui participe de l'empathie et duquel on ne peut pas s'émanciper dans notre vie quotidienne. Donc là, c'est un rapport, avec ce que je disais, le rapport entre une approche finalement intuitive des choses et une approche fondée sur le raisonnement, etc. Deux choses qui ne sont pas incompatibles, mais qui fonctionnent parallèlement, pourrait-on dire. Je voulais développer un dernier point et qui fera un peu la synthèse en ce que vous avez dit, la partie plutôt historique, histoire de l'art, et la partie du rapport à l'objet. C'est la manière dont Lipps définit l'empathie esthétique. Donc pour Lipps, l'empathie esthétique, c'est une des 7 grandes formes d'empathie. C'est une forme d'empathie qui est totale, c'est-à-dire que le sujet se fond dans l'objet qu'il contemple. Et c'est aussi une forme d'empathie qui s'accompagne de ce qu'il appelle un état de contemplation, c'est-à-dire quand le sujet considère l'objet comme un pur objet de contemplation, indépendant du monde dans lequel il se trouve, et le sujet lui-même ne fait que contempler et est détaché de ces autres formes d'intérêt conscientiel. Et le troisième point, et là je rejoins directement le discours de Giuseppe, l'empathie esthétique, toujours selon Lipps, est déterminée par certaines formes particulières, c'est-à-dire toute forme d'objet que j'appréhende dans la conscience ne générera pas une forme d'empathie esthétique. C'est précisément parce que certains objets ont une structure particulière, qu'on peut décrire en termes sensoriels, en termes formels, une certaine forme d'organisation dans l'espace et le temps, hein, c'est vraiment la forme de l'objet, prédétermine le sujet qui le contient,
contemple, à empathiser avec lui, à le trouver comme beau. Donc là, on voit bien qu'on a un rapport entre la projection du sujet sur l'objet et le fait que l'objet en tant que tel, l'objet perçu, a des propriétés qui font qu'il sera jugé, ou en tout cas estimé, comme étant un bel objet. Donc voilà, j'essaie un peu de faire le lien entre l'usage esthétique et artistique qui a été fait de l'empathie et finalement la définition très, très épistémologique, en fait, qui est finalement la seule valable d'un rapport du sujet à l'objet et une certaine manière d'appréhender les déterminations que l'objet a par rapport à moi. À laquelle peut-être dans ta synthèse on peut ajouter justement cette centralité aussi d'une dimension historique qui est d'une certaine manière incorporée aussi par les phénomènes empathiques. C'est-à-dire il y a des transformations historiques qui sont aussi englobées dans les phénomènes empathiques. Et on est sensible, comment dirais-je, on est capable d'empathiser à des choses plutôt qu'à d'autres selon des époques avec des formes qui sont aussi des formes historiques et historicisées. C'est peut-être un aspect sur lequel on pourrait se demander jusqu'à quel point on est capable justement d'incorporer une sorte de mémoire culturelle qui nous fait réagir d'une manière ou d'une autre avec des transformations importantes à certains événements. Oui, tout à fait. Là, tu ouvres la discussion, donc je crois qu'on va lancer l'interaction empathique. Donc,